Comme vous le savez tous, l'Europe a changé. Jamais il n'y a eu autant de pauvres et de gens dans les rues qu'en cette année 2032. Il existe même des rumeurs selon lesquelles cette situation a favorisé la traite des humains. Nous pouvons même parler d'esclavage. Pourtant, il n'existe rien d'officiel à ce sujet. Voilà pourquoi j'ai voulu enquêter et me fondre dans cette population rejetée et fragile. Je commençais par aller dans les postes de police afin de me renseigner sur les disparitions dans les bidonvilles. Bien entendu, il y en avait. Mais on me répondit que, bien sûr, il y avait beaucoup d'enlèvements dans les bidonvilles, mais pas plus qu'ailleurs. Sans oublier qu'ils devaient prioritairement s'occuper de faire respecter l'ordre et d'empêcher les déchus de la société, terme utilisé par le Premier ministre, d'aller se mêler à la population respectable. En d'autres termes, ils étaient les gardiens d'une prison à ciel ouvert, pour ceux qui dérangent. Et pour cette raison, les disparitions ne les concernaient pas. Le monde d'en haut n'en avait cure, alors pourquoi les protéger ? Je fus très désappointé devant de telles réponses. Je me rendis donc sur le terrain. J'interrogeai tous ceux qui voulaient bien me répondre, jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants, etc. La plupart avaient peur de parler, mais malgré tout, je réunis quelques pistes. La plus intéressante était le fait que les personnes qui disparaissaient étaient en général des jeunes femmes. Pour être plus précise, des femmes enceintes. J'investiguai dans plusieurs bidonvilles du pays. Tous avaient la même histoire sordide d'enlèvement de femmes enceintes. Je rencontrai la famille de l'une d'elles. Je dus me faire discrète et les rejoindre de nuit, car ils étaient terrorisés. Ils avaient peur, mais ils souhaitaient aussi que l'affaire éclate au grand jour. Elle s'appelait Sarah. Elle avait 22 ans et était enceinte de 8 mois lorsqu'elle avait disparu. Un ami de la famille avait vu tout ce qui s'était passé. La jeune femme avait été faire des courses dans un marché de la cité. Alors qu'elle était sur le chemin du retour, une voiture avec le logo des protecteurs s'est approchée d'elle. Les protecteurs sont une force armée, équivalente à la police. Cependant, elle est privée et payée par un collectif haut placé, composé de politiciens, de chefs d'entreprise, de stars, etc. Je trouvais cela étrange que cette milice descende dans les quartiers pauvres. Les parents me répondirent que ce n'était pas rare. Je fis part de mon incompréhension, car leur mandat consistait à la protection du collectif et non du peuple. Les hauts placés ne descendaient jamais dans ce qu'ils appelaient la basse ville. Après cette brève interruption, ils reprirent leur récit. Le véhicule s'était arrêté près de Sarah. Mais, lorsqu'il reprit sa route, la jeune femme avait disparu. Et plus personne ne l'avait aperçue. Lorsque le père avait demandé à son ami si la voiture avait embarqué sa fille, ce dernier s'était montré gêné et apeuré. Il disait que c'était impossible. Jamais l'élite ne ferait une telle chose. Et puis pourquoi enlever une femme enceinte ? Pourtant, les parents, bien qu'en partie d'accord avec leur ami, m'avaient demandé de vérifier cette piste. Ils dirent que c'était la moins probable de toutes, mais que personne n'oserait la creuser, hormis moi. Je demeurai silencieuse quelques instants. Cela prenait une tournure inattendue et potentiellement dangereuse. Je n'aimais pas ça, mais si je ne le faisais pas, qui le ferait ? Ces familles avaient droit à la justice, ou au moins à la vérité. Au bout de quelques minutes, j'opinai du chef. J'allais chercher et j'explorerais cette piste, aussi faible fût-elle. Je devais surveiller 2 choses si je voulais avancer dans mon enquête.
les jeunes femmes enceintes et les véhicules des protecteurs. Cela me prit plusieurs semaines, mais finalement, il se passa quelque chose. Une jeune femme, à qui j'avais parlé quelques jours auparavant, fut approchée par les protecteurs. Il n'y avait pas de voiture dans les garages, ni dans les parages. Je les reconnus à leur uniforme. Ils étaient très impressionnants de par leur carrure. Ils avançaient en bloc de 4. Ils encerclèrent la future mère et, dans l'indifférence générale, ils la sédatèrent et l'emmenèrent. Je les suivis à bonne distance pour ne pas me faire repérer. Ils entrèrent dans un grand bâtiment de l'entreprise Keldig, un grand distributeur d'aliments pseudo-pharmaceutiques. D'après moi, une belle arnaque. Enfin bref, je m'avançais et risquais un regard à l'intérieur. Une dizaine de femmes au ventre rond étaient ligotées à des lits de fer. Le lien permettait à peine d'atteindre un seau à proximité. Je supposais qu'il servait aux excréments. Ce qui semblait être un médecin et des infirmières s'activaient autour des captives. Je compris la cause de cette agitation lorsque je les vis s'agglutiner autour d'un lit. Une des femmes accouchait dans ce sordide endroit. Je restais interloqué à regarder la naissance. Je pleurais devant tant de misère et d'horreur. Je remarquai que certaines étaient blessées dans les jambes, pas seulement à l'emplacement du lien. On aurait dit des impacts de balles. Directement après son premier cri, le bébé fut emmené dans une autre pièce à l'arrière du bâtiment. Je me glissai le long de celui-ci, afin d'atteindre une autre fenêtre. La saleté qui la couvrait la rendait quasiment opaque, mais je pouvais voir ce qui se passait malgré tout. L'enfant fut emmailloté d'une manière qui l'immobilisa. Puis, un garde le plaça à l'arrière d'une voiture des protecteurs. Je fis demi-tour pour voir ce qui arrivait à la mère. Je faillis vomir en la voyant jaisir au sol dans une mare obscure. Il me fallut plusieurs jours pour me remettre de ce que j'avais vu. Je commençais à douter. Dans quoi avais-je mis les pieds? Je pleurais, je hurlais. Cette injustice me soulevait le cœur. Et en même temps, je me sentais tellement impuissante. Ça avait réveillé tellement de questions et m'avait fourni tellement peu de réponses. Je devais impérativement découvrir ce que devenaient ces enfants. Je ne savais pas encore dans quel monde abject j'allais plonger. Je passais plusieurs jours en filature pour voir ce qu'il advenait des enfants. Durant cette période, j'assistais à une scène horrible. Une des jeunes prisonnières avait tenté de s'échapper. Les gardes lui avaient tiré dans les jambes pour l'immobiliser. J'en entendis un expliquer que la mère n'était pas importante, mais qu'il fallait absolument que le bébé reste intact. Je compris alors les blessures que j'avais aperçues la première fois. Mon attente fut récompensée. Un homme habillé de noir quitta le bâtiment avec un maxi-cosy à la main. Je tentai de le suivre tant bien que mal. Il était prudent, passait dans d'étroites ruelles en tournant au dernier moment, mais aussi dans de grandes artères embouteillées. Je faillis le perdre plus d'une fois. Le trajet dura plusieurs heures. Son véhicule s'arrêta dans la cour d'un entrepôt au milieu de nulle part. Je le dépassai de plusieurs centaines de mètres, afin de ne pas me faire repérer. Une enceinte de barbelés entourait complètement le terrain. Sans oublier deux gardes à l'entrée. Une véritable forteresse. Mais que faisait-il aux enfants? Il fallait que je trouve un moyen d'entrer et de pouvoir regarder à l'intérieur. Tandis que j'observais de loin, je reconnus une voiture. Elle appartenait à un couple d'amis proches.
Je ne pourrais peut-être pas entrer, mais je réussirais à obtenir des informations. Je rentrais chez moi avec un regain d'espoir. J'invitais donc mes connaissances dans le but d'en apprendre plus. J'essayais de les interroger avec tact et de façon plus ou moins détournée. N'arrivant à rien, je leur parlais de mon enquête et de mes découvertes. La femme fondit en larmes et la mine de son mari s'assombrit. Ils éprouvaient de la honte, mais en même temps du désarroi. L'endroit que j'avais vu était un genre de marché aux bébés. Là, les nourrissons étaient vendus aux enchères, comme du bétail. Il y avait toutes sortes de clients. Tous étaient fortunés ou presque. Certains étaient des couples stériles qui souhaitaient absolument un enfant, quel qu'en soit le prix. C'était le cas de mes amis. Mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. D'autres clients avaient de moins nobles idées. La rumeur courait selon laquelle des savants fous, des crapules à la recherche d'esclaves malléables et même des pédophiles fréquentaient ces ventes. Ils n'en avaient pas de preuves et espéraient que ce n'était que des rumeurs. Ils s'en voulaient énormément de participer à cet odieux système. Mais ils se sentaient désespérés suite à de nombreuses tentatives d'adoption infructueuses. Je les remerciais pour leur confiance et leur confidence. Je me sentais quelque peu démunie face à l'ampleur que ça prenait. Je partais de simples rumeurs d'enlèvement et je me trouvais avec une potentielle affaire d'esclavage, voire de pédocriminalité. Il fallait absolument que je continue. Je devais trouver des témoins, des victimes. Je n'arriverais pas à faire éclater la vérité toute seule. Je demandai donc à deux amis très proches de m'aider. L'un était dans les forces de l'ordre. Le second était un détective privé extrêmement compétent, mais qui avait été détruit professionnellement après avoir prouvé l'implication d'un gros bonnet dans des affaires de mœurs sordides. J'avais travaillé avec ces deux hommes par le passé. J'avais une totale confiance en eux. Ils étaient intègres comme personne. Je m'étonnais d'ailleurs qu'ils soient encore en vie. Cela prit plusieurs mois. Mais ils me menèrent à un ancien adopté qui exerçait à présent comme prostituée dans le club La Clé du Bonheur. Pour les clients peut-être, mais sûrement pas pour les femmes et les hommes qui y vendaient leur charme. Je me fis passer pour une cliente afin d'approcher l'ancienne victime sans éveiller les soupçons. Une fois à l'écart, je lui révélai mon identité, mon statut de journaliste. Je lui expliquai que j'effectuais des recherches sur le réseau de trafic d'enfants et que ces recherches m'avaient mené jusqu'à lui. Il me regarda de la tête aux pieds. Je voyais de la défiance dans ses yeux. Après de longues minutes, il accepta de se confier à moi. Il s'appelait Sandro. Il faisait effectivement partie des enfants arrachés à leur mère pour être vendus. Dans son cas, il avait atterri dans la famille de l'ancien ministre de la Jeunesse. Ses premiers souvenirs étaient horribles. La première chose dont il se rappelait était des attouchements perpétrés par son père adoptif. Il avait 4 ans. De cette période, il se rappelait aussi de tortures. Lorsqu'il n'obéissait pas, et surtout quand il refusait de se laisser toucher, on le brûlait à la cigarette. Avant d'avoir 10 ans, il avait déjà eu des relations sexuelles complètes avec celui qui l'avait acheté. L'épouse de l'homme politique ne valait pas mieux. Elle l'obligeait à s'occuper de tout ce qu'elle n'aimait pas faire, le ménage, mais aussi les actes sexuels pervers
que son mari affectionnait. C'est elle qui avait donné à son mari l'idée d'utiliser Sandro pour assouvir ses pulsions. Elle se montrait aussi très créative pour le punir. Il pleura en me racontant qu'un jour, il s'était enfui de la chambre de son tortionnaire. La femme l'avait vu et s'était jetée sur lui pour le frapper. Elle lui hurla qu'il venait des bas-fonds, qu'il l'avait sauvé en l'enlevant à sa pute de mère, qu'il devrait être un bon enfant reconnaissant et obéissant. Après ce sermon des plus douteux, elle le traîna jusque dans la cuisine et lui mit de la pâte de piment dans les yeux, ce qui avait failli le rendre aveugle. Malgré les hurlements de Sandro, elle le ramena près du ministre et ferma la porte. Je l'interrompis. Comment était-ce possible que personne ne le remarque chez le ministre, ou qu'aucun médecin ne voit ce qui se passait? Il me répondit que l'entourage du politicien savait. Parfois, il partageait même les services de l'enfant. Pour ce qui est des médecins, le peu qu'il avait vu, notamment pour les dégâts infligés par la torture, le considérait soit comme un objet à réparer, soit comme un secret bien payé. Il reprit son troublant récit. À 12 ans, il connaissait parfaitement le milieu sadomasochiste. Son corps était cruellement abîmé du fait de ses pratiques et des tortures. Sandro était tellement habitué à souffrir que lors de ses rares moments de répit, il pratiquait l'automutilation. Quand je lui demandai pourquoi, il répondit que c'était probablement par haine de ce corps qui provoquait la convoitise d'adultes mal intentionnés. Ce corps qui le faisait souffrir. Ce corps qui était trop fragile pour se défendre. J'étais mal à l'aise. Je regrettais de l'avoir replongé dans ses souvenirs. Je lui proposai d'arrêter. Il refusa, arguant que le silence entretenait le système. Il fallait le briser pour sauver ses enfants. Il se dénuda suffisamment pour que je puisse voir et photographier les cicatrices, des écorchures, des marques circulaires, des coupures. Il y avait même ce qui ressemblait à un impact de balle dans la jambe gauche. Il m'expliqua qu'à 14 ans, il avait tenté de fuguer. Malheureusement, il avait été retrouvé et, pour le punir, son propriétaire lui avait tiré dans la jambe. Cela suffit pour que Sandro n'essaie plus de s'échapper. Le ministre, ayant vu ses cicatrices, il le força à se mutiler devant lui pendant qu'il se faisait plaisir. Pour le rendre encore plus docile, on lui fit goûter à la drogue. Il tenta de faire une overdose à 2 reprises. Mais son maître ne voulait pas perdre son jouet. Il le soigna jusqu'à son rétablissement complet. Pour ne plus qu'il essaye de se suicider, ses doses furent rationnées. Assez pour le rendre docile, mais pas plus. Lorsque l'homme perdit son ministère, il organisa des partous avec Sandro comme objet de plaisir pour tous ses invités. Il le louait, plus que régulièrement, contre des faveurs financières et juridiques. Car oui, il n'y avait pas que le monde politique qui était mouillé. Il y avait de tout. Des juges, des avocats, des médecins, des patrons d'entreprise, etc. Les hommes étaient plus brutaux avec Sandro, mais le peu de femmes qui avaient abusé de lui étaient plus sadiques, plus subtils dans la souffrance infligée. Les hommes le détruisaient physiquement et les femmes le détruisaient psychologiquement. Quand l'adolescent atteignit l'âge de 16 ans, le politicien jugea qu'il était trop vieux et inutile. Il voulait de la chair fraîche et immaculée pour la détruire et la corrompre.
pour se débarrasser du jeune homme. Il le donna à la clé du bonheur. Sandro savait que les esclaves sexuels qui finissaient ici ne dépassaient guère 20 ans. Ils étaient abusés, utilisés et usés jusqu'à la trame. Ceux qui dépassaient 22 ans finissaient leur vie à la rue. Une bénédiction comparée à ce qu'ils avaient déjà vécu. Mon interlocuteur espérait que ce soit son cas. Il lui restait encore 2 ans à tenir. Je voulais le sortir de là, mais je ne savais pas comment. Il conclut l'entretien en me disant de partir et de ne pas m'inquiéter, qu'il se débrouillerait seul. Il préférait ne compter sur personne. Je le payais le triple d'une passe classique, espérant ainsi lui permettre un peu de répit. Suite à moults efforts, je parvins à réunir 8 témoignages dans l'ensemble du pays. Sur les 8 personnes, une seule avait été adoptée par réel désir d'enfant. Les autres avaient une vie très similaire à Sandro. Attouchement, viol, drogue, scarification et tentative de suicide. 4 d'entre eux vivaient encore chez leurs pseudo-parents. Une des enfants volées avait été élevée pour devenir la parfaite épouse d'un vieil homme d'affaires, éduquée jusqu'à son mariage à 16 ans avec un homme de 74 ans. Elle était la seule, avec celui qui avait été adopté, à paraître publiquement aux côtés de leur acheteur. Bien que ces témoignages me glaçaient le sang, celui de Sandro demeurait le pire. Il y a 2 jours, j'ai appris que ce dernier avait été découvert mort dans une ruelle. Ses poignets étaient liés dans son dos et il avait une balle de calibre 9 mm dans le crâne. La police avait conclu que c'était une pratique sexuelle extrême qui avait mal tourné. L'affaire avait été classée. Pourtant, il était évident que c'était une exécution. Une seule balle dans la tête, ça ne pouvait être rien d'autre. Mais qui cela intéressait? Le sort d'un prostitué, drogué et versé dans les pratiques extrêmes depuis des années. Je redoublais d'efforts pour confondre ces ordures. Malgré les précautions que j'ai prises, je sais que j'ai été repéré. J'ignore ce que je risque, mais cela importe peu. Comme le disait Sandro, le silence doit être brisé. Cependant, de trop gros bonnets sont impliqués dans l'affaire. Si je sors cet article, il sera censuré avant publication. Pourtant, il faut que le monde sache. J'ai tourné une vidéo pour prévenir le monde. Et j'ai loué les services d'un hacker professionnel et extrêmement doué. Mon message passera sur tous les écrans simultanément. Je joue peut-être ma vie en agissant ainsi, mais il le faut. Ce crime est trop grand. J'espère que mon geste permettra aux choses de changer.